Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette belle salle liotée de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle pour ce deuxième numéro de Business Class, le rendez-vous économique du groupe La Semaine. Merci bien sûr à la Chambre de commerce donc, et à son président François Pellissier de nous accueillir ici et d'être partenaire de ce nouveau concept. Partenaire également la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Je salue son directeur du centre d'affaires, Jean-Christophe Labbé. Je salue également l'Ordre régional des experts comptables qui a bien voulu nous accompagner sur cette aventure, de même que notre partenaire IDMC et son directeur Antoine Tabonne. Bonjour Antoine. Chaque mois, vous le savez, nous avons le plaisir d'accueillir, d'interviewer devant vous une personnalité du monde économique sur son parcours, ses projets, ses défis. Le public en fin d'émission qui assiste à l'émission pourra également poser ses questions. Comme vous le voyez avec ces caméras, évidemment, l'émission est enregistrée par notre partenaire Wise Vision. Cette interview sera diffusée sur le site de La Semaine et sur ses réseaux sociaux et fera aussi l'objet d'un retour dans l'hebdomadaire La Semaine et dans le mensuel Éco Grand Est. Pour ce deuxième numéro de Business Class, et après avoir accueilli, avant la trêve estivale, Aurélien Fortier, DG de M-Énergie et président du SLUC, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés François Appiau, président du groupe Prêt-à-Partir. Bonjour François. Bonsoir Stéphane, merci pour ton invitation. Merci. François, donc j'espère que vous êtes bien installé. Voilà, il fait un peu chaud, mais tout va bien. Tout va bien. Voilà. François, donc vous êtes président du groupe Prêt-à-Partir. Vous venez d'avoir 50 ans, début septembre. Vous êtes le repère de 5 enfants, 5 filles, bravo. Voilà. Vous êtes titulaire, entre autres, de Centrale Supélec, titulaire d'un diplôme d'ingénieur en biotechnologie. Et vous présidez donc un groupe de 1500 collaborateurs, 900 équivalents temps plein. À peu près, oui. C'est ça. Qui réalise un chiffre d'affaires consolidé de 110 millions d'euros. Avec 3 grandes activités, nous allons les détailler, les agences de voyage, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, le transport de personnes de bus, en bus et en autocar, 60 millions d'euros, et une diversification menée depuis quelques années dans les énergies renouvelables, environ 4 millions d'euros. Et vous êtes aussi connu sur la place pour avoir une activité de business angel. On aura certainement l'occasion d'en parler. Un groupe donc, dont vous êtes le président, un groupe dont l'origine est familiale, puisque pour l'anecdote, c'est votre grand-mère qui a créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, du côté d'Aurémy la Pucelle, cette activité, enfin les prémices de cette activité, en ouvrant, je crois, une station-service et un garage. C'était le début de... En même temps, salon de coiffure aussi. Et salon de coiffure aussi. Là, par contre, la coiffure, vous avez arrêté, ça fait plus partie du groupe. C'est ridicule. Donc vous êtes un patron qu'on qualifie volontiers d'iconoclaste, de dirigeant bienveillant, humaniste, et ce ne sont évidemment pas des gros mots. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à suivre votre compte LinkedIn, parce que vous y êtes très actif. Et d'ailleurs, depuis la crise Covid, vous y tenez une rubrique, une chronique quasiment quotidienne. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient vous connaître davantage, presque j'allais dire dans l'intimité, je les encourage entre autres à lire le post publié en tout début de mois à l'occasion de vos 50 ans qui était intitulé « Réflexion d'un quinquagénaire ». On y reviendra là aussi. Donc je le disais, voilà, depuis le Covid, beaucoup de publications sur le LinkedIn, là aussi pour juste un peu l'anecdote, mais combien de posts depuis le début? Alors je ne publie pas tout sur LinkedIn parce qu'il y a certaines choses que je ne peux pas publié en externe, mais à peu près 1000 textes que j'ai envoyés à mes équipes depuis le 17 mars 2020. C'est l'équivalent d'un peu plus de 600 000 mots, et donc de 6 gros romans. C'est impressionnant. Vous êtes devenu écrivain. Voilà. Alors, le 17 mars, c'est vraiment le lendemain, enfin c'est le début du confinement, alors comme beaucoup d'entreprises et beaucoup de dirigeants aussi évidemment s'en souviennent, c'était un coup d'arrêt pour l'activité. Alors pourquoi ce besoin? Au début, on imagine, voilà, c'était pour serrer les rangs, voilà. Enfin, ce qui s'est passé, c'est que, comme tout le monde, j'ai fermé ma boutique à Gondreville, donc le mardi après le siège social chez moi, le siège social, oui. Et le mercredi matin, je me suis retrouvé chez moi sans rien de particulier à faire. Et je me suis dit, je vais envoyer un message à mes équipes. On a la chance d'avoir
ce qu'on appelle un réseau social d'entreprise qui s'appelle Workplace, qui est une sorte de Facebook professionnel où les données sont à la fois privées, elles nous appartiennent et elles sont sécurisées. Voilà, donc ça reste entre nous et tous les collaborateurs de l'entreprise qui ont un PC ont accès à Workplace, et ce qui permet de rester, de garder le lien. Sachant que c'est un outil qu'on avait mis en place à peu près 2 ans avant le début du Covid, donc fin 2018, je pense, début 2018, pardon, ou fin 2017, et dont l'usage s'est trouvé largement amplifié par le confinement, puisque nos collaborateurs se sont retrouvés confinés chez eux avec l'interdiction de venir au bureau, que ce soit à l'agence de voyage ou d'aller conduire les autocars pendant le premier confinement. Donc, le premier confinement qui allait du 17 mars 2020 jusqu'au 21 mai, je crois, 2020. Sachant que j'avais, en tant que patron visionnaire, j'avais annoncé à mes équipes, bon voilà, premier message, c'est le confinement, vous respectez la loi, voilà, c'est important de rester confiné chez soi, d'éviter de propager la maladie, mais ne vous inquiétez pas, dans 6 semaines, c'est fini, on reprend une activité normale. Oui, ceci dit, je crois qu'on était plusieurs à penser à être aussi optimistes que vous à l'époque. Et depuis donc ces premiers messages. Donc premier message, donc juste pour prendre des nouvelles, et puis le lendemain, donc on était le jeudi, 2e jour, j'ai envoyé un 2e message, un peu plus long. 3e jour, j'ai commencé à raconter des trucs qui me passaient par la tête. Et puis j'avais eu une vieille envie quelques années plus tôt de raconter un peu l'histoire de l'entreprise, donc j'ai commencé à raconter cette histoire. De justifier aussi certaines décisions que j'avais prises d'investissement ou d'erreurs ou de réussite, de raconter des histoires en fait avant tout pour garder le lien avec mes équipes, et puis ça avait aussi un rôle thérapeutique pour moi. Déjà, ça cassait la solitude. Souvent j'écrivais ça dans ma cave, que j'envoyais ça le matin, vers 6h15, et c'est devenu un rendez-vous en fait avec les équipes. Et j'ai été très régulier, c'est-à-dire je publiais quotidiennement au moins septembre 2021, donc 1 an et demi après. Et déjà sur LinkedIn aussi, ou que sur le réseau social interne? Sur LinkedIn, quand je pouvais, il y a des choses qui concernaient déjà, qui intéressaient pas forcément les gens de l'extérieur, des choses aussi qui touchaient à notre politique commerciale ou à des choses plus techniques, ou alors j'évitais parfois de le publier, mais j'essaye dès que je peux de publier aussi sur LinkedIn et sur Facebook, un peu comme des bouteilles à la mer. Hein. C'est vrai que les réseaux sociaux, on peut y passer beaucoup de temps. Moi, je vais sur les réseaux sociaux que pour des raisons professionnelles, pour développer finalement cette marque employeur qui est devenue importante chez nous et qui nous a permis, je pense, au moins sur la partie agence, de sortir plus vite de cette crise Covid que les autres. On y reviendra sur cette activité-là. Mais c'est important sur la marque employeur parce que vous êtes finalement, enfin comme beaucoup de dirigeants, vous incarnez du coup la marque et cette présence quasi quotidienne sur le réseau, on entretient ce ciment-là, et c'est peut-être aussi pour ça que vous n'avez pas eu durant toute la période Covid, ou après beaucoup de turnover, vous avez fait le nécessaire pour maintenir l'activité, mais que finalement, aujourd'hui, alors que beaucoup d'entreprises galèrent un peu pour recruter, a priori, vous me disiez, c'est pas votre cas. Nous, on a eu, comme tout le monde, la grande démission, avec des collaborateurs qui se levaient le matin en se disant, finalement, est-ce que je suis pas en train de passer à côté de ma vie? Est-ce que je devrais pas essayer de faire autre chose? Et beaucoup sont partis dans la banque, la santé, l'immobilier, l'assurance. Sachant que dans ces mêmes métiers, il y avait le même phénomène de collaborateurs qui se disaient, mais voilà, est-ce que finalement est-ce que je suis fait pour la mission qui aujourd'hui me nourrit? Donc on a eu cette grande démission, et environ un gros tiers des effectifs qui ont quitté l'entreprise, au moins sur la partie voyage, donc à peu près 80 salariés sur les 250 de nos agences. Donc en moyenne, une personne par agence. Et parfois plus, ce qui fait que ça a quand même déstabilisé l'entreprise, mais je pense que j'ai souhaité, moi, dès le début du Covid, être à la fois en lien avec mes équipes et que l'entreprise, alors qu'il y avait les moyens de le faire, c'était aussi un luxe, qu'elle soit une forme de parapluie pour protéger nos équipes. Donc, en leur disant dès le début, ne vous inquiétez pas, chômage partiel, oui, bien sûr, puisque les agences sont fermées, mais on va garantir les salaires à 100%, le temps qu'il faudra. Et ça a permis de rassurer les équipes qui n'ont jamais eu de peur dans l'avenir de l'entreprise. Il y avait plutôt une peur dans l'avenir du métier. Parce qu'il faut s'en souvenir, évidemment, c'est comme pour toutes les activités, on a l'impression que c'était il y a très longtemps, mais voilà, en 2020, le secteur du tourisme, le secteur du voyage était à l'arrêt total. On ne pouvait plus se déplacer. On avait des clients, on a eu un décret publié par le gouvernement qui nous permettait de conserver les acomptes
que les clients nous avaient confiées pour partir à Pâques. On était en mars 2020, donc les vacances de Pâques étaient en avril. Donc ces gens avaient payé leurs vacances et on leur a dit, bah voilà, on va conserver votre acompte, vous pourrez l'utiliser pour revoyager. Et puis si dans 18 mois vous n'avez pas revoyagé, on vous le remboursera. Et les clients ont plus ou moins bien pris, évidemment, cette loi qui nous a protégés en termes de trésorerie. Donc on a eu en agence donc une période de confinement, donc d'isolement, dans un métier qui est quand même très tourné vers le commerce de proximité, vers l'autre, etc. Ensuite, une période où il a fallu expliquer aux clients qu'on ne le remboursait pas et qu'ils partaient pas en vacances. Et ensuite, une période qui a duré plus longtemps, qui a été des clients qui voulaient partir, donc pour l'été 2020 déjà. Et puis évidemment, ça a été compliqué de partir, donc ils ont dû annuler leur voyage. Ils se sont ensuite réinscrits, ils sont réannulés. On a des clients qui ont acheté 4 fois un voyage chez nous entre mars 2020 et puis en gros l'été 2021. Et à la fin, on a fini par les rembourser parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et on a eu chez nous des conseillers vendeurs qui se sont lassés de cette situation, qui se disaient mais notre métier ne sert plus à rien. On ne fait qu'inscrire et annuler des voyages. Et les gens ne voyageant plus, notre métier n'a plus de sens. Alors justement, si on déroule, on va aller rapidement sur les dernières années pour revenir à 2023, c'est quand même ce qui aussi nous intéresse aujourd'hui. Donc ce gros trou d'air, puis finalement, c'est reparti, l'activité tourisme est repartie pour aujourd'hui justement, et vous allez nous le confirmer, c'est pratiquement une des plus belles années actuellement. Alors tout à fait, donc traversée du désert en 2020 évidemment, c'était... Pour vous donner un chiffre, en 2020 et 2021, on a fait 30% du chiffre d'affaires qu'on fait habituellement. Donc évidemment, il y a eu des aides de l'État qui a été quand même plutôt généreux, et encore plus généreux vis-à-vis de notre métier, parce qu'on était aussi bien traités que les hôteliers et les restaurateurs. Donc, mais évidemment, ça n'a pas couvert tout le manque à gagner. Hein. Ça a couvert à peu près la moitié du manque à gagner. Là, on est juste sur l'activité, c'est juste pour préciser l'activité voyage. Hein. On n'est pas sur l'activité transport de personnes, on y viendra tout à l'heure. Mais... Et donc 2020, 2021, donc des années très compliquées où on a perdu de l'argent. 2022, donc l'an dernier, là on a pu revoyager. Et c'est là qu'on voit qu'on a la chance dans la région d'avoir un opérateur qui s'appelle Luxair, qui lui n'a jamais arrêté de voler. C'est-à-dire que les Luxembourgeois, au Luxembourg, il y a quasiment pas eu de confinement, enfin même pas du tout de confinement. Et Luxair a volé tout le temps, plus ou moins, mais a toujours maintenu ses vols parce que la position de la compagnie était de dire que si les pilotes sont en chômage partiel, ils risquent de perdre leur licence. En plus, bon, chômage partiel, c'est l'État qui paye. L'État est aussi actionnaire de Luxair. Finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas les faire voler? Ça permet d'entretenir les avions, parce qu'un avion qui est cloué au sol, ça coûte extrêmement cher à remettre en route. Donc, nous, en tant que opérateurs de voyage, ça nous a évidemment aidé d'avoir quelque chose à vendre. Parce que j'ai des agents ailleurs que dans la région Grand Est, région Rhône-Alpes, par exemple, on n'avait rien à vendre. Il n'y avait plus d'avions qui volaient. Luxair, ça représente en gros combien de pourcentage, pas de l'activité, voyage en vol? Chez nous, dans les agences lorraines, ça représente plus de moitié de l'activité. C'est impressionnant. Aujourd'hui, on est extrêmement dépendant de Luxair. En plus, les volumes Luxair se sont envolés, sans mauvais jeu de mots, puisque au départ de Metz, aujourd'hui, il se passe plus grand chose. On avait un opérateur qui s'appelle TUI, qui était très présent au départ de Metz, qui a arrêté d'affréter des vols depuis plusieurs années. Justement, petite parenthèse, votre vision sur l'aéroport régional Metz-Nancy-Lorraine, enfin Lorraine Aéroport? Il y a un bel outil il y a une belle endormie, mais aujourd'hui, c'est sûr que le niveau d'activité est très très faible. Essentiellement des vols ethniques sur l'Algérie, et puis quelques vols Twinjet qui manquent de régularité. Le marché est là, selon vous, le marché touristique. Il faut attirer les compagnies, bien sûr, mais c'est une question qui est délicate. Hein. Il y a à la belle époque de l'aéroport de Metz, c'était entre 300 et 350 000 passagers par an. Ouais. Aujourd'hui, l'aéroport de Luxembourg, c'est plus de 4 millions. C'est-à-dire qu'on a un concurrent, si on se place en concurrent. Mais pour moi, on est plutôt sur des opportunités d'infrastructure. On a la plateforme du Luxembourg qui est beaucoup plus, qui est énorme par rapport à celle de Metz, hein, qui a happé tout le volume. Aujourd'hui, les Lorrains partent soit de Luxembourg, soit de Mulhouse. Les deux gros aéroports de la région. Il y a un peu de Strasbourg pour des vols business. Il y a une petite musique qui court et on a eu l'occasion dans nos colonnes de relayer l'avis de certains élus qui verraient bien Luxair déporter certains de leurs vols à Metz-Nancy-Lorraine. C'est possible, vous y croyez, vous, en tant que professionnel? Tout est possible. Après, il y a toujours la question d'un vol de Luxembourg à Metz.
Quand même, vous savez qu'un avion consomme, enfin, émet le plus de CO2 au moment du décollage. Hein. C'est là que la consommation de kérosène est la plus forte. Donc, est-ce que ça a du sens? Bon, revenons à l'aventure prête à partir. Donc voilà, vous nous relatiez les dernières années. On est en 2022, donc vous avez dit, puis on arrive donc sur 2023. Donc là, très bonne année. C'est vrai qu'on sent que nos clients ont vraiment envie de repartir, et pas seulement nos clients, parce qu'il y a un phénomène nouveau qui est qu'on voit arriver chez nous beaucoup de nouveaux clients cette année. Et déjà l'an dernier, on a à peu près 40% de nouveaux clients, alors qui viennent d'horizons divers. Hein. C'est des gens qui ont été déçus d'Internet, souvent, parce que quand il est arrivé le confinement, les sites Internet ont fermé rideau. Tout le monde était en chômage partiel et il n'y avait plus d'interlocuteurs. Moi, j'avais dit à mes équipes, même en chômage partiel, gardez le lien avec les clients, on vous paiera 1 heure par jour pour garder le lien avec les clients de façon à préparer l'avenir. Ça, c'était hyper important. Et on a été, dans la profession, l'un des premiers à réouvrir complètement nos agences avec des horaires normaux, puisqu'on les a réouvertes le 21 mai 2021. Donc depuis le 21 mai 2021, il n'y a plus eu une seule heure de chômage partiel chez nous. Alors que vous avez encore, moins cette année, mais on peut encore en trouver des agences de voyage qui ne sont ouvertes que sur rendez-vous aujourd'hui, qui ont perdu tous leurs clients et qui sont en mort clinique, qui sont en gavet de PGE et qui terminent leur belle vie, quoi. Donc comment on fait justement alors pour résister au commerce en ligne, c'est la seule solution, c'est le lien avec le client, ou vous avez réussi à développer d'autres recettes, ou est-ce que vous vendez aussi en ligne, ou est-ce que les gens se renseignent en ligne et ils viennent en agence, ou le contraire, est-ce que cette relation, elle est très riche. Déjà, la relation entre le client et l'agence de voyage, c'est une relation qui est extrêmement personnelle. On n'a aucun client qui vient acheter chez Prêt-à-Partir. Ils viennent tous acheter chez Stéphanie, chez Isabelle, parce que ils ont confiance en Stéphanie, en Isabelle. C'est comme le rendez-vous chez le médecin, le rendez-vous chez le coiffeur. Il y a une relation extrêmement personnelle qui fait que nos clients sont relativement fidèles. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que le Internet, évidemment, a modifié notre métier. J'ai une anecdote là-dessus. On a un syndicat professionnel qui s'appelle aujourd'hui les entreprises du voyage. À l'époque, c'était le SNAV, le syndicat national des agents de voyage. Et en 2004, le président du SNAV disait, 2004, on est quand même pas au tout début d'Internet. On a déjà 10 ans on a déjà une bulle derrière nous. Et il disait, Internet et le voyage, ça marchera jamais. Donc, ce qui est qu'on est dans une profession un peu réactionnaire. Et d'ailleurs, les acteurs du web, à l'époque, les pure players qui vendaient du voyage, n'avaient pas le droit de devenir membre du syndicat des agents de voyage. Ils étaient pestiférés. Bref, je vais faire la parenthèse. Donc moi, je crois aujourd'hui que déjà, c'est le client qui décide. Le client, il a accès à beaucoup de nouvelles technologies, et c'est lui qui va décider de la dose de nouvelles technologies qu'il a envie de mettre dans sa relation avec le commerçant. Si le client veut venir à l'agence, on est là. Si il veut nous appeler au téléphone ou nous parler par visio ou par mail, on a beaucoup de clients qui aujourd'hui ne mettent plus du tout les pieds à l'agence. Alors déjà parce que c'est compliqué d'accéder dans les centres-villes, vaste sujet, et qui ont confiance en nous, donc ils savent que si jamais il y a un problème, ils peuvent venir à l'agence, il y aura quelqu'un pour les recevoir et se faire engueuler si besoin. Avec même un patron qui donne son portable assez facilement. Mais ce n'est pas un appel. Hein. On va le faire diffuser sur l'écran, l'incruster. Donc cette relation, moi je suis extrêmement attaché à cette relation avec le client parce que chez nous, on n'a pas de stock absolument à fourguer à nos clients. C'est-à-dire qu'on est orienté client avec la mission de vendre à notre client le voyage qui lui convient le mieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas des stocks à écouler avec des dates de péremption qui, évidemment, dans le voyage, sont impératives. Hein. Autant les yaourts, vous pouvez les manger 5 jours après la date de péremption, autant le vol, c'est que les vols qui sont partis hier, ils sont moins chers aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est le métier du tour opérateur, d'affréter des avions et de gérer ses stocks. Donc nous, on a cette liberté, c'est un choix. Je veux dire, on ne s'engage pas sur des stocks. En revanche, on trouve le voyage le plus adapté au client. Et dans cette relation, forcément, il faut qu'on connaisse notre client. Ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'on le connaisse au-delà de son besoin de voyage aussi. Il faut qu'on le connaisse dans son cadre familial, dans son cadre amical, dans ses attentes de voyage. Donc c'est très très large. Et c'est ce qui fait que notre métier est tellement passionnant, parce que c'est une relation humaine extrêmement riche qu'on a avec nos clients. Ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on a repris des soirées clients, donc des événements un peu festifs qu'on fait. On invite nos clients et puis on boit un verre ensemble. Avant Covid, ce qu'on faisait, c'est que souvent on invitait un fournisseur qui venait nous parler d'une destination.
Donc on a arrêté ça maintenant. Bon, l'équipe prend la parole, l'équipe de l'agence prend la parole. Moi, je dis aussi un petit mot pour expliquer ce qu'on a vécu pendant le Covid, parce que c'est vrai que souvent nos clients ne se rendent pas toujours compte, hein, comme dans tous les métiers, de ce qui se passe dans les coulisses. Et puis on a transformé ces moments de convivialité avec les clients en moments d'échange. On va parler avec eux, on va parler de sujets sujets différents comme la RSE, les émissions de CO2, la relation client, ce qu'ils attendent de nous en tant qu'agent de voyage, en tant que commerçant finalement, et non plus du produit technique. Parce que grâce à Internet, on l'a vu, le comportement client il a changé. On a des clients qui sont dans l'agence, qui ont leur tablette ou leur téléphone, qui nous disent sur Internet votre voyage il est 15 € moins cher. Ou alors il y a plus de place sur Internet. Comment vous faites? Et il faut qu'on s'adapte à ça. Et donc, alors, Internet a changé notre mode de travailler. Il y a des produits qu'on ne vend quasiment plus en agence. Un vol sec, un billet d'avion sans prestation, où on a peu de valeur ajoutée, on en vend très très peu en agence. En revanche, grâce à Internet, on a fait des énormes bonds de productivité qui nous ont permis, par exemple, d'avoir accès à des réceptifs à l'autre bout du monde, donc des gens qui vont recevoir nos clients, donc de rentrer en contact avec eux, et puis de fabriquer du voyage à la carte. Donc 2023, une bonne année a priori. 2023, l'actualité récente, c'est malheureusement la catastrophe, le tremblement de terre au Maroc et les inondations aussi d'ailleurs en Libye avec des milliers de morts de part et d'autre. Le Maroc, destination évidemment très, très touristique. Oui. Vous aviez au moment du tremblement de terre des clients ou des voyages en cours, j'imagine Alors oui, on a toujours des clients, surtout au Maroc, qui est l'une des destinations qui est plébiscitée par les Français. Donc on avait quelques clients là-bas, mais qui n'ont pas été impactés. On a eu des cas plus délicats de clients qui devaient partir au Maroc. Donc on a en particulier un groupe qui est parti mardi dernier. Et la question c'est, faut-il partir ou pas avec la peur déjà, certains clients qui avaient peur de répliques du tremblement de terre, et puis pour leur sécurité. Et puis aussi des clients qui se disent, par pudeur, est-ce que c'est normal d'aller profiter d'une semaine de tourisme au Maroc alors qu'il y a des gens qui sont dans la misère, qui ont perdu des proches, des amis, qui ont perdu leur maison. Et c'est vrai que la situation est complètement dramatique là-bas, mais de façon très localisée. C'est vrai que la zone qui a été touchée, malheureusement, c'est toujours pareil, hein, c'est les zones les plus pauvres qui sont touchées. Donc les villages dans les montagnes, où là, les habitations sont fragiles et se sont complètement effondrées et ont entraîné plein de morts. Alors la position, la mienne et puis celle des agents de voyage en France, c'est de se dire que si on veut aider le Maroc aujourd'hui, l'idée c'est d'aller y voyager. Alors peut-être pas tout de suite, évidemment, parce que c'est délicat. Je comprends que ça puisse retenir, que ce qui s'est passé ne donne pas forcément envie d'y aller tout de suite. Alors pour être précis, donc on avait un groupe qui est parti mardi. On avait 39 personnes, donc il y en a 30 qui ont décidé de partir et 9 qui ont annulé, ce qui est complètement leur choix. Voilà, c'est la décision des clients. Mais ce que je pense, c'est plutôt c'est soutenir Pour soutenir le Maroc, de toute façon, c'est 7% du PIB, hein, le tourisme au Maroc. Donc si on veut soutenir le Maroc aujourd'hui, si on veut les aider, c'est d'aller au Maroc. Alors c'est pour ça qu'on réfléchit en ce moment chez nous à faire une campagne de promotion pour les voyages au Maroc pour l'année prochaine. Donc parce que là aussi, les clients ont la mémoire courte. Hein, aujourd'hui, on parle du Maroc, donc ça a pris la place de l'Ukraine. Malheureusement, les clients et les gens en général ont une mémoire très courte. Donc, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur l'activité touristique du pays et le tourisme le général international ou pas? Aujourd'hui, il y a un petit peu de dégâts dans les hôtels, mais c'est des fissures. Il y a pas eu de mort dans les hôtels, à ma connaissance. Je crois qu'il y a un Français qui est décédé, mais qui était pas dans un hôtel. Donc aujourd'hui, les infrastructures, elles sont en parfait état. Et d'ailleurs, les compagnies aériennes ont maintenu leur vol, les hôtels continuent de maintenir l'accueil. Enfin, tout fonctionne normalement au Maroc, pour la partie touristique, hein, j'entends. En tout cas, on pense très fort à nos amis marocains en ce moment. Pour terminer, François Piot, sur l'activité voyage, et on va passer aux autres ponts de votre activité. On en parlait tout à l'heure un petit peu sur le côté RH. Effectivement, donc la grande démission, un peu comme tout le monde. Mais par contre, je crois qu'actuellement, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, contrairement à d'autres secteurs d'activité, ou d'autres entreprises même,
vous ne galérez pas pour trouver Oui, tout à fait. On a retrouvé les niveaux de turnover qu'on avait avant Covid. Bon, voilà, en permanence, on a en effet quelques postes à pourvoir, un petit peu de turnover, mais c'est vrai que c'est une chance incroyable. On a intégré beaucoup de nouveaux collaborateurs, en particulier au travers de l'apprentissage, parce que moi j'ai toujours été un grand fan de l'apprentissage, mais sous la condition que les étudiants, après leur apprentissage, restent chez nous. Donc là, en plus, depuis 2-3 ans, on a des aides de l'État qui sont quand même très généreuses. Donc là, on a forcé le trait sur l'apprentissage. On doit avoir une trentaine d'apprentis chez nous, en partie dans le voyage, mais pas seulement. Donc vous souhaitez intégrer oui, bien sûr. Oui, et ils restent ou pas? C'est la complexité, c'est que souvent ils nous disent à l'entretien, oui, on veut rester, puis ils arrivent à la fin de leur licence, ah bah j'aimerais bien faire une maîtrise, un master 2, etc. Donc parfois ils restent chez nous, puis parfois ils quittent la région parce que c'est vrai que des master 2 en tourisme, il y en a pas dans la région. Enfin pas dans la proximité immédiate de Nancy. Et puis on reçoit de plus en plus de candidatures de réseaux concurrents. Et ce qui est aussi sympa, c'est on voit beaucoup arriver des gens qui avaient quitté le tourisme pendant le début du Covid, qui étaient dans d'autres entreprises, chez des confrères, et qui postulent chez nous. Et j'ai une expérience sociale qui est un laboratoire qui est super intéressant en ce moment, c'est que j'ai lancé au mois de mai, on a créé une équipe pour répondre, on parlait de numérique tout à l'heure, pour répondre aux clients qui nous font une demande au travers de notre site internet. On vend très peu sur Internet, c'est à la fois volontaire et puis c'est lié à notre histoire. Mais on reçoit beaucoup de demandes, à peu près 6000 par an, donc de demandes qui arrivent par le site Internet. Et moi, en tant que chef d'entreprise, ma crainte, c'était que ces demandes, quand l'agence a le temps de les traiter, elles sont traitées, mais que parfois, elles puissent tomber complètement à l'eau et que on crée de l'insatisfaction, de la déception du côté des internautes. On voyait bien qu'il y avait des agences qui étaient hyper réactives, parce que la réactivité est essentielle sur Internet, ça c'est sûr. Et parfois, on avait des équipes qui restaient dans le schéma habituel de l'agence. C'est-à-dire qu'on a une demande d'un client, donc déjà, on va travailler son devis. On va déjà mettre 2-3 jours pour questionner des prestataires. Au bout d'une semaine, on va lui envoyer le devis, et au bout de 2 ou 3 semaines, on va le relancer, sachant que ça fait à peu près 3 semaines qu'il a acheté chez quelqu'un d'autre. Le client a déjà acheté chez le concurrent. Voilà. Et pas la même chose, de toute façon, ça n'a rien à voir avec sa demande. Donc, ce que je demande à mes équipes, c'est que dès que vous recevez une demande qui vient d'Internet, peu importe ce qu'il a demandé, vous l'appelez. Déjà pour créer le contact, et puis pour requalifier la demande, et commencer à créer ce contact qui va lui donner envie au client d'acheter chez nous. Donc, ce que j'ai proposé à mes agents, c'est qu'on a embauché une équipe de télévendeurs, qui sont des gens qui sont complètement en télétravail, qui sont des salariés de l'entreprise. J'étais hyper attaché au fait que même s'ils sont à temps partiel, ce soit des salariés de l'entreprise pour qu'ils se sentent intégrés dans l'entreprise et non pas des auto-entrepreneurs ou des sous-traitants, en fait, des prestataires. Donc, ce sont des salariés à part entière de l'entreprise qui vont gérer les demandes des agences qui ont décidé de ne plus gérer leurs demandes web. Donc on a 25 agences sur 80 qui ont décidé que leur demande allait être traitée par cette équipe qui aujourd'hui est constituée de 4 télévendeurs. C'est des gens qui travaillent tous à distance, qui sont pas dans la région, on en a même une qui est à l'étranger. Alors moi je suis très LinkedIn, comme tu le rappelais tout à l'heure, Stéphane, et tous ces gens, je les ai rencontrés grâce à LinkedIn. Aujourd'hui, je ne recrute plus que par LinkedIn. Ça me permet de rentrer en contact avec plein de gens et d'échanger. Et alors mon rêve de ces gens qui ont quitté le tourisme au début du Covid et qui remettent un pied dans le tourisme grâce à nous, en travaillant un peu à la carte, ils travaillent le temps qu'ils veulent, on les rémunère le nombre d'heures qu'ils travaillent, et avec un intéressement sur la marge. Donc on est sur un modèle complètement différent de nos salariés classiques, qui sont au fixe avec un intéressement en fin d'année, mais qui est assez déconnecté de la vente du quotidien. Mon rêve, ce serait que ces salariés se constituent, grâce à nous, un fonds de commerce, et que demain, ils ouvrent leur propre agence. Que je les accompagne ou pas, mais je trouve que ce serait vachement sympa, quoi. Ouais. Donc pour moi, c'est pas un enjeu financier, cette équipe. Mon premier objectif, c'est déjà que les clients qui nous contactent par Internet ne soient pas déçus de la réponse qu'on leur apporte. Donc une innovation qu'on suivra avec attention. On va basculer sur l'autre activité, qui n'est pas très éloignée. L'autre activité d'origine du groupe, c'est le transport de personnes en bus et en car. Alors déjà, la première question, c'est quoi? Est-ce que vous nous rappelez la différence entre un bus et un car? Parce que c'est pas la même chose. Oui, et les Noétiens comme moi font souvent l'erreur. C'est une bonne question, Stéphane. Déjà, on peut voyager debout dans un bus, alors que dans un car, il y a des sièges avec des ceintures de sécurité. Donc, on est obligé d'être assis dans un autocar et ceinturé.
Et c'est plus complexe que ça, puisqu'on peut voyager aussi assis dans un bus, que certains bus peuvent avoir des ceintures de sécurité, mais on va dire qu'en gros, le bus, c'est pour le transport urbain, on peut voyager debout. Le car, c'est du transport interurbain, intercity, où là, on voyage assis. Et vous faites les deux, du bus on fait les deux. Et du car. On donc, fait les deux. La répartition, la répartition entre les deux, entre donc l'activité... Alors, aujourd'hui, notre activité principale, qui est historique et qui reste la dominante du groupe, c'est d'emmener les enfants à l'école, avec des clients qui sont les régions, donc, puisque ce sont les régions qui sont l'autorité organisatrice du transport scolaire et interurbain. Donc, on emmène tous les jours à peu près 25 000 élèves à l'école, que ce soit au primaire, au collège, au lycée. Donc, vos enfants, qu'ils aillent au primaire, au collège ou au lycée, il y a de grandes chances qu'ils voyagent dans des véhicules. Exactement. C'est une chance, comme tu l'as dit. C'est une chance. Voilà. Au passage, combien de véhicules sur l'ensemble on gère 1200 véhicules en exploitation, parce qu'on a une activité de transport adaptée, transport d'enfants handicapés, donc là, en partenariat aussi avec l'OHS en Meurthe-et-Moselle. Donc là, c'est plus avec des véhicules légers, des voitures. Oui. Donc c'est 300 voitures et à peu près 800 cars et bus. Donc pour l'activité voyage, on l'a vu, il y a eu le coup dur, le trou d'air du Covid, comme beaucoup. Mais dans l'activité de transport de personnes, il y a aussi eu un coup dur, je crois, 2021, c'est le jeu aussi avec la perte de certains marchés publics, parce qu'évidemment, la région, en l'occurrence, ce sont des marchés publics. Ce sont des marchés publics, donc on est soumis à concurrence régulièrement. C'est des marchés pluriannuels qui ont des durées moyennes de 7 ans. Et c'est vrai que le mois de mai 2021 a été chez nous un peu particulier, parce que comme je vous le rappelais tout à l'heure, donc le 20 mai, on réouvre complètement nos agences, ce qui est quand même une bonne nouvelle, puisque c'est première étape vers un retour à la vie normale. Voilà. On respire. On retravaille normalement. Et 48 heures plus tard, donc, tombent les résultats des appels d'offres de la région Grand Est en 2021, où on perd toute notre activité dans les Vosges et moitié de l'activité dans la Meuse. Et bon, étant néo-castrien, mon père habite toujours à Domremy, c'était un vrai coup dur, parce que c'est la première fois qu'on perdait le marché des Vosges. Les marchés de Neufchâteau. En fait, on les exploitait depuis la création des services scolaires, c'est-à-dire 60 ans. Mais après, il faut être philosophe, parce que de toute façon, on n'a pas trop le choix, sinon on n'est qu'au premier étage, mais voilà. Sinon, oui. D'accord. Comme dirait Sartre, il y a toujours le suicide. Mais un client qui vous dit, voilà, je vais être client chez toi pendant 60 ans, mais dans 60 ans, de toute façon, je te quitte, bon, on signe quand même. Mais bon, le problème, c'est qu'au bout de 59 ans et demi, on se dit, finalement, il y en a plus derrière que devant, quoi. Donc c'est ce qui nous est arrivé, il a fallu qu'on se reconstruise, et ça a été moralement très très dur. Parce que dans notre métier, les conducteurs, alors il n'y a pas de stress pour le conducteur, parce qu'il est repris automatiquement par le nouvel exploitant, celui qui récupère notre marché. Il va pas garder son car, mais il va garder sa tournée, donc il va continuer. Côté social, côté social, il n'y a pas de casse. Il y a pas de casse sociale. Globalement, nous on a dû faire 2 licenciements économiques de personnes qui travaillaient dans les bureaux. Bon, ça a été quand même, il n'y a pas eu beaucoup d'impact. Mais pour ces conducteurs qui travaillaient chez nous depuis 20 ans, ça a été un moment qui était très difficile, et alors qui s'est rajouté aux difficultés sociales qui ont commencé à voir poindre à l'époque, donc les pénuries de conducteurs, avec des conducteurs qui chez nous en moyenne sont relativement âgés, puisque on a publié il y a 6 ans un livre qui s'appelle Le fil conducteur, et qui était un livre qui avait pour objectif de mettre en lumière ce métier de conducteur scolaire. Parce que il n'y a pas de profil type, mais ils sont généralement conducteurs à temps partiel, donc 2 heures le matin, 2 heures le soir, en gros, uniquement pendant la période scolaire. Donc on est sur des petits contrats, avec des contrats qui sont complémentaires d'une autre activité, qu'elle soit lucrative ou pas. Et c'est des gens qui, dans le métier, sont toujours dans l'ombre. D'ailleurs, souvent parce que ils ont le car chez eux, ils emmènent les gamins, on n'entend jamais parler d'eux parce qu'ils travaillent bien, ils sont très consciencieux. Et ils viennent rarement au dépôt, ils viennent pour une vidange tous les 2 ans, quoi. Parce que voilà, un car scolaire, ça roule assez peu. Et donc mon souhait, c'était de mettre un peu ces gens sous les feux de la rampe, et qui parlent de leur métier, de leur passion pour le métier. Pourquoi ils aimaient faire ça. Donc on a fait comme ça un livre avec plein de photos, et puis une 50aine d'articles qui présentent 50 portraits de conducteurs. Et alors je crois qu'ils sont 52. Sur les 52, il y en a un seul qui voulait être conducteur de car quand il était gamin. Tous les autres sont arrivés dans le métier par hasard. On a de tout, On avait une fleuriste, un ébéniste, un maraîcher, un prêtre, un ingénieur.
quelqu'un qui avait vendu sa boîte, qui voulait s'occuper, qui était presque prêt à travailler bénévolement. Enfin, on a une multiplicité d'histoires de vie qui est incroyable. Hein. Et donc, ce qui fait qu'on a, mais on a une moyenne d'âge qui est relativement élevée. Et le problème qu'on a aujourd'hui, quand il y a des changements d'exploitants sur des marchés publics, c'est que nos gens nous disent, bah, écoutez, moi je travaillais chez Prêt à Partir, ça fait 10 ou 15 ou 20 ans que je suis là, j'ai pas envie de changer d'entreprise. Donc j'arrête. Et ça, en période Covid, où déjà on a du mal de donner du sens dans le travail du quotidien, bah, c'est très pénalisant parce qu'on manque de conducteurs et ces conducteurs quittent le métier. C'est-à-dire, il y a 15 jours, on a fait j'étais en Meuse et on avait notre contrôleur qui est un gars que tout le monde adore, qui s'en va. Alors c'est triste, hein, mais bon, il a 77 ans. Ouais. Il est temps, quoi. Il est temps, mais il les fait pas parce qu'il est, voilà, il est super énergique. Mais voilà, lui, il part. Il dit voilà, maintenant je suis un peu fatigué. C'est l'heure, et tout le monde le voit partir avec la larme à l'œil, quoi. Si on poursuit toujours sur le côté toujours ressources humaines, les chauffeurs, les conducteurs de bus, c'est vraiment actuellement aussi un des secteurs où les compagnies ont énormément de difficultés, avec parfois des lignes qui sont obligées de fermer. C'est le cas chez vous aussi? Alors ça va vachement mieux quand même, parce que l'an dernier, il manquait 12 000 chauffeurs sur la France. Là, j'ai lu dans les articles qu'il n'y en avait plus que 6 000 qui manquaient. Ouais. Avec un peu de chance, l'année prochaine, c'est résolu. Donc, blague à part, c'est vrai C'est vrai qu'on a un peu moins parlé cette rentrée-là. Oui. Par contre, il y a des lignes interurbaines qui... Oui, alors, le problème, c'est qu'on s'habitue, quoi. C'est pas que... Alors, aujourd'hui, globalement, on arrive à couvrir à peu près tout le travail qui nous est confié par les collectivités locales. Le problème qu'on a, c'est qu'on a à peu près le bon nombre de conducteurs. Mais tous les matins, quasiment sur tous les sites, on a un conducteur qui appelle, qui nous dit moi ce matin, j'ai pas envie. Ah, ça c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Il y a 4 ans, on lui aurait dit bah, écoute, c'est pas grave, hein. Cet après-midi, tu passes au bureau, tu rends tes clés, et puis on te revoit plus. Et aujourd'hui, on lui dit pas du tout ça. On lui dit bah écoute, on comprend, ouais, c'est difficile hein, de se lever le matin. Est-ce que demain matin, tu pourrais rouler, s'il te plaît? Donc là, évidemment, le rapport s'est complètement inversé. Et ça, c'est vraiment le sujet du moment chez nous. C'est comment on va expliquer au gars qui a pas envie ce matin, sachant qu'on a quand même 30% de femmes aussi. Hein, ça, c'est aussi un changement du métier. C'est super. Parce qu'elles sont vachement consciencieuses, les femmes. Et puis, le carré est toujours propre. Elles en prennent vraiment soin. C'est comment expliquer au gars qui va pas se lever, parce qu'il a pas envie, qu'à cause de lui, il y a 50 gamins qui vont rester sur le trottoir et qui vont pas aller à l'école. En fait, le sujet, c'est ça, c'est que on fait pas du transport, c'est pas du bétail, c'est grâce à nous, les enfants, ils vont à l'école. Et l'école, c'est essentiel, parce que c'est le rôle social, c'est l'entrée dans la vie sociale, c'est l'apprentissage de la vie, c'est la porte vers le monde du travail. Je sais pas si vous connaissez ce film, il y a un film formidable qui s'appelle Sur le chemin de l'école, qui raconte, qui paraît 4 portraits de gamins dans des pays défavorisés. Il y a le Maroc, justement, où il y a des Africains qui doivent traverser la brousse et quasiment courir, enfin, se faire courser par les lions pour aller à l'école, qui font 10 km à pied tous les matins. Il y a un Indien qui est poussé en fauteuil roulant, je crois, qui poussé, voilà, s'il y a personne qui pousse le fauteuil roulant, le gamin, il va pas à l'école. Et pareil, la Marocaine qui doit aller à l'école, enfin, elle traverse l'Atlas, enfin, c'est des trucs incroyables. Et il faudrait qu'on explique tout ça à nos gamins, parce qu'ils se disent, bon, l'école, de toute façon, tout le monde s'en fout aujourd'hui, hein, partout. Donc l'école, pourquoi aller à l'école? Les profs, c'est un peu pareil, puis les parents d'élèves, c'est un peu pareil. Puis on a beaucoup de parents qui ont arrêté de travailler à cause du Covid. Ça, qui sont mis en télétravail. Le télétravail, évidemment, c'est du travail. Il y a travail dans le télétravail. Mais parfois, on fait plus de télé que de travail. Chauffeur de bus en télétravail, c'est un peu compliqué. C'est compliqué, mais bon, il y a des demandes quand même. Il y a des demandes. Mais j'ai la demande en agent de voyage, et là, c'est compliqué parce qu'on est dans le commerce avec des horaires à assumer. On essaie d'imaginer comment on pourrait faire du télétravail en agence. On peut le faire sur l'activité voyage d'affaires, là où on sert des sociétés, c'est plus simple. Mais c'est vrai que le vrai enjeu, alors là, c'est plus ma casquette de chef d'entreprise, c'est ma casquette de citoyen, c'est comment redonner cette valeur au travail, quoi, qui n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie, de nourrir sa famille, c'est un moyen d'avoir une existence sociale, c'est aussi un moyen de garder la santé. Je vous dis ça, j'ai un éclair qui me revient tout à coup. Hier soir, j'ai une collaboratrice de Franche-Comté qui est partie en retraite il y a 3-4 mois, qui continue à travailler chez nous.
Voilà, elle a appris ce week-end qu'elle avait un cancer. Je me dis, alors évidemment, ça n'a aucune valeur médicale ce que je vais vous dire, mais si elle était restée au travail, peut-être qu'elle aurait pas eu ce cancer. Le travail, c'est la santé. C'est l'existence sociale, c'est le lien social. C'est ces gens pour une partie d'entre eux, qui se marginalisent de façon volontaire ou pas. Enfin, c'est compliqué après de retourner dans le monde du travail. Et on le voit, nous, on a des collaborateurs, parce qu'on a été très souple sur le télétravail, on leur a dit, faites comme vous voulez, faites comme vous vous sentez bien, en particulier au siège. Il y a des gens, vous avez 3 ans, on les a pas vus. Le seul lien qu'on a avec eux, c'est la fiche de paye. Et de temps en temps, ils reviennent pour dire, ouais, je suis toujours là. Ah, super, c'est 2 mois qu'on t'a pas vu. Mais ils bossent, hein. Il n'y a pas de problème avec le fait qu'ils bossent, mais on voit bien que le fait de travailler chez eux, ils sont coupés. Il y a un vrai, pour certains d'entre eux, pas tous, hein. Il y a un vrai problème de communication, de travail d'équipe. L'information ne passe plus. Il y a des erreurs qui arrivent, qui peuvent coûter un peu d'argent. Et la cohésion de l'ensemble, elle est plus difficile à trouver. La culture d'entreprise en pâtit. Alors c'est c'est pour accélérer un peu, enfin enchaîner sur les sujets qu'on doit voir encore, c'est dans ce contexte très mouvant en termes de relations au travail que vous êtes devenu leader d'une activité particulière qui est la location de véhicules sans chauffeur. Ah oui, ça c'est le bonheur. Pas de problème de gasoil, pas de problème de conducteur. Alors, que le véhicule. Expliquez-nous, un, c'est quoi cette activité, et deux, comment vous êtes devenu leader en France sur ce marché? Alors, complètement par hasard, j'ai repris à la barre du tribunal à Strasbourg une entreprise qui s'appelle Lambert Location, qui historiquement était dans la location, qui faisait partie d'un groupe qui a déposé le bilan, un groupe alsacien. C'est récent, hein, je précise. Ça date de 2 décembre 2019. Ah bon, excusez-moi, c'est pas récent. Alors. Je crois que c'était récent. Oui, il y a eu le Covid il y a eu 2 décembre 2019, le Covid, et aujourd'hui, donc il y a 2 jours en fait. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est une activité qui est alors très proche de mes métiers de transport, mais en même temps, c'est un modèle économique complètement différent, puisque là, pas de problème, comme vous dites, pas de problème de conducteur, pas de problème de gasoil, parce qu'on a eu en 2022 aussi le problème de l'explosion du gasoil. On parlera du. Et ça, donc j'ai eu la chance de pouvoir reprendre cette entreprise avec, on va dire, un fit incroyable avec l'équipe qui est venue me chercher. C'est l'équipe de salariés qui est venue nous dire, on a déposé le bilan, il faudrait que vous veniez faire une offre au tribunal. Donc, un coup de chance incroyable, avec le soutien des banques aussi. C'est une entreprise qui loue des véhicules, donc forcément, qui était fortement endettée auprès de tous les acteurs bancaires. Donc on a racheté tout le parc de véhicules, et cette histoire, c'est vraiment une belle histoire. Alors c'est quoi le modèle économique? À qui vous louez ces véhicules-là? Alors, vos clients? On fait de la location moyenne et longue durée. La moyenne durée étant chez nous 3 mois minimum. On ne fait pas de la location à la journée. Et on a 2 types de clients. On a des clients qui nous louent le véhicule pendant une durée longue, plusieurs années parfois, où on sert quasiment de financier. On finance le véhicule. Ou alors sur des marchés publics, parce qu'il y a beaucoup de mairies en région parisienne qui ont besoin d'un véhicule, qui cherchent à garder cette compétence chez eux, avec un gars qui fait à la fois le ramassage des poubelles et qui de temps en temps va emmener les enfants en excursion. Voilà, tant que le gars est là, ils louent des véhicules, ils en ont besoin, mais les véhicules sortent globalement très peu. Et puis après, on a un modèle qui est assez original, de location courte durée, avec 3 périodes dans l'année. La période, en ce moment, entrée scolaire, où les constructeurs livrent tous en retard, parce qu'il manque un connecteur 3,50 €, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu livrer le véhicule. Donc de septembre jusqu'à janvier, on va louer des véhicules pour dépanner, pour des gens qui attendent leur véhicule neuf. Après, à partir de décembre, on a la saison dans les Alpes, où là, il y a besoin d'énormément de véhicules pour transporter plein de gens qui vont skier. Donc les véhicules partent dans les Alpes. Et après, ils reviennent pour la saison touristique, donc qui va dans notre région et un peu partout en France, d'avril jusqu'à juin, juillet. Donc les véhicules rentrent au dépôt pour l'entretien au mois d'août, et après on recommence. Donc combien de véhicules que vous mettez? Un peu moins de 300. Alors vous parliez de carburant, d'énergie. Je trouve que vous avez un gros chantier évidemment sur lequel vous vous attelez. C'est la transformation de vos véhicules pour passer au carburant vert, au biocarburant. Enfin, expliquez-nous un peu le chantier qui se présente, qui s'ouvre face à vous là. Oui. Alors aujourd'hui, on exploite à la grosse touche 1200 véhicules. Sur ces 1200 véhicules, il doit y en avoir 15 qui sont électriques. Tout le reste, c'est du thermique, très très majoritairement au gasoil et un petit peu de gaz. Donc le gaz, c'est assez récent et c'est essentiellement à Strasbourg, puisque là, toute la flotte urbaine est au gaz. Donc on a une douzaine de véhicules qui roulent à Strasbourg, sachant qu'on avait coté sur un prix du gaz à 90 centimes, que Vladimir s'est un peu excité et que le prix du gaz est passé à 3,50 € du kilo. Donc il faut, en gros, 1 litre de gasoil, c'est l'équivalent d'1 kilo de gaz dans un véhicule en termes d'autonomie.
Donc ça a fait mal. Ce qu'on voit depuis 2 ans, c'est un attrait de nos clients, donc de nos clients finaux, parce que c'est le client final qui décide, hein, donc essentiellement les régions, mais aussi des collectivités locales, des communautés de communes, des métropoles, etc., qui nous demandent de verdir la flotte. Et verdir, aujourd'hui, ça veut dire passer à des biocarburants de deuxième génération qui vont afficher des taux d'émission de CO2 très inférieurs à ceux du gasoil. Alors, sans rentrer dans le détail, un litre de gasoil, ça fait en gros 2,6 kg de CO2. Quand on est sur du biocarburant de génération, donc c'est essentiellement du B100, donc c'est du diester de colza, donc de l'huile de colza qu'on estérifie, c'est une petite modification chimique, donc que vous utilisez déjà que vous avez déjà à la pompe, hein, quand vous allez faire le plein dans une station de service, c'est marqué B7 si vous prenez du gasoil sur le pistolet, ça veut dire que vous avez au moins 7% de biocarburant dans le gasoil, essentiellement du colza qui est produit en France. Et puis du HVO, c'est l'autre biocarburant qui lui est pas produit en France pour l'instant, mais ça vient, et qui est produit à partir d'huiles alimentaires recyclées ou d'huiles végétales modifiées. Là, ça vient des pays scandinaves, je crois. Pour l'instant, c'est produit en Norvège essentiellement, oui. Et donc, grâce à ces 2 biocarburants, on peut afficher des réductions d'émissions de CO2, mais uniquement de CO2, donc les gaz à effet de serre, de 60 à 90%, ce qui est déjà un premier point, première étape importante. En revanche, il y a quasiment pas d'impact, on va dire, première approximation, sur les autres gaz et les autres particules qui sont émises par les moteurs thermiques qui sont dangereuses pour la santé. Parce que dans la pollution, il faut bien comprendre qu'il y a 2 sujets. Il y a le réchauffement climatique, qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre, essentiellement le CO2, mais pas que, le dioxyde de carbone, et tout ce qui est pollution liée à la santé humaine. Donc c'est des oxydes d'azote, l'inox, du dioxyde de soufre, SO2, c'est du monoxyde de carbone, CO, les particules fines, donc qui là sont quand même la cause de plusieurs milliers de morts chaque année en France. Et tant qu'on est sur des moteurs thermiques, cette partie-là, on a beaucoup de mal à la réduire. Donc l'enjeu, les moteurs de demain, de toute façon, la mobilité, ce sera de l'électricité et de l'hydrogène. La question, c'est quand. Et en fonction du tempérament des élus, des finances publiques. Des obligations peut-être aussi légales, enfin des appels d'offres qui se. Alors il y a déjà des termes qui sont affichés. C'est 2040. Plus de production de véhicules thermiques en Europe. Donc ça, c'est déjà acté par l'Europe. La France qui veut être le bon élève. Pour les véhicules de transport, hein. Pour les véhicules de la mobilité, enfin que ce soit transport, camions, voitures, hein, même les voitures. Hein. Et la France donc veut avancer ça à 2035. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de véhicules thermiques qui rouleront en 2035. Ça veut dire que les derniers véhicules neufs vendus seront en 2035 ou en 2040, en fonction des pays européens. Sauf que à Nancy, comme dans toutes les métropoles, il y a la mise en place de ZFE, c'est-à-dire de zones à faible émission de CO2, mais pas seulement, aussi de particules, qui sont déjà votées. Tout ça, c'est déjà écrit, avec des calendriers qui sont pas complètement fixes, mais qui prévoient globalement que d'ici la fin de la décennie, avec un véhicule thermique, vous pourrez plus rouler en métropole. C'est-à-dire que moi, j'ai une vieille Mercedes qui consomme peu. À partir du 1er janvier 2025, je ne peux plus rentrer dans la métropole de Strasbourg. La métropole de Strasbourg, c'est pas le parvis de la cathédrale. Elle commence à Haguenau. C'est 30 km autour de la cathédrale. On pourrait juste passer sur l'autoroute. Et ça va généraliser. Ça veut dire que l'interdiction du véhicule thermique, alors à part si vous habitez, comme mes parents, à Domremy, et que vous allez faire vos courses au match de Neufchâteau, vous ne pourrez plus utiliser de véhicule thermique. Parce que déjà, si vous allez à Bruxelles demain, vous n'avez plus le droit de rentrer avec un véhicule thermique, sauf à payer une taxe, je crois qu'il est de 15 € par jour. Donc ça, on est en train de bouger très très vite, et tout ça, de toute façon, c'est déjà voté. Donc la fin du véhicule thermique, elle est pour demain matin, pour le début des années 2030. Sachant que, là je m'adresse aux banquiers, moi mes véhicules, quand je les achète, je veux les exploiter pendant 15 ans. Ils sont financés sur 7 ans, et au bout de 7 ans, j'ai pas encore tout payé. Et que, encore cette année, j'ai acheté des véhicules neufs, thermique, parce que le véhicule électrique en autocar scolaire, il n'existe pas. Et en même temps, donc on est donc sur des marchés de transition. Globalement, je vais avoir quasiment toute ma flotte qui va fonctionner au biocarburant à partir de l'année prochaine. On a une transition vers les véhicules électriques et l'hydrogène. Alors sachant que le véhicule hydrogène, aujourd'hui, c'est un véhicule électrique avec des bonbonnes à hydrogène qui alimentent une pile à combustible et qui transforment l'hydrogène en électricité dans le véhicule pour prolonger l'autonomie. C'est des véhicules qui coûtent extrêmement cher, qui coûtent, pour vous donner un ordre de grandeur, là aussi parler un peu chiffres, un car scolaire qui roule au gasoil, c'est 150 000 €. Quand on passe à l'électrique, on est aujourd'hui
à 350 000, on va tendre vers 300 000. Le même véhicule en hydrogène, on est aujourd'hui sur 600 000. Et il n'existe pas d'ailleurs, c'est qu'en urbain. Avec un coût d'exploitation qui va être démentiel. Parce qu'on parle beaucoup, on se dit l'hydrogène, c'est génial, c'est vert, on prend de l'électricité qui sort d'un panneau solaire ou d'une éolienne, on la transforme en hydrogène, on la retransforme en électricité. Donc on a une perte de rendement, ce qui fait que pour avoir 1 kWh électrique dans le moteur du véhicule, il faut avoir 6 kWh au sortir de l'éolienne. On perd en gros 70% de l'énergie entre le panneau ou l'éolienne et le moteur. Donc l'hydrogène, ça va être une solution, mais une solution qui va être extrêmement onéreuse. Donc le futur de la mobilité, on va dire en première approximation, c'est l'électrique. L'électrique, c'est les batteries, c'est dégueulasse. Et puis des véhicules en acier. Faut savoir qu'un véhicule, là aussi, une voiture, c'est pour ça que je ne change pas la mienne, dans son bilan carbone, il y a déjà 25% des émissions de CO2 qui ont eu lieu avant même que le véhicule ait fait un seul kilomètre. Parce qu'il faut fabriquer de l'acier, et une tonne d'acier, c'est 2,6 tonnes de CO2. Voilà. Je sais pas si je suis un peu ça plombe un peu l'ambiance, mais... Et donc, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai la problématique suivante, qui est si je dois changer brutalement mon parc et passer d'un parc thermique à un parc électrique, ce qui sera le bon usage pour le scolaire, parce qu'on roule très très peu. On fait une centaine de kilomètres par jour, donc voilà. Donc ça représente un investissement énorme. 300 millions. D'accord. Christophe. Voilà, François s'adresse au banquier présent dans la salle. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Voilà. Bah, ça pourra faire l'objet d'un autre sujet, vraiment, d'un autre business class. Mais c'est un vrai sujet de finances publiques, parce que de toute façon, que ce soit l'entreprise qui investisse, ou la région, ou d'autres acteurs, cet argent, il faudra bien le trouver. Ouais. Et là aussi, à la grosse louche, le transport scolaire, qui est le gros budget transport de la région, mais il va doubler quand on va passer à l'électrique. Il y aura des gains de productivité, mais dans le fait que ça va doubler, on en tient déjà compte. Donc on voit que vous maîtrisez bien évidemment le sujet, parce que voilà, vous êtes à la tête de cette flotte-là, mais aussi parce que vous avez aussi, là je change de sujet, investi par le passé un peu dans les énergies renouvelables, hydroélectriques, photovoltaïques. Vous pouvez nous décrire un peu cette petite diversification réalisée ces dernières années? Oui. Alors c'était suite à une rencontre, parce que moi je fonctionne beaucoup aux rencontres, que je m'étais fortement intéressé aux énergies renouvelables. Il y a déjà, c'était en 2007, donc 16 ans. Et donc j'avais investi dans une start-up qui installait des panneaux solaires avec l'ambition de mettre des panneaux solaires sur tous mes dépôts d'autocars, parce qu'on a quand même d'énormes parkings une réserve foncière qui permet justement de mettre du photovoltaïque. Puis l'histoire on a décidé autrement. Déjà la start-up a mal fini. Et puis mais ça m'a donné l'occasion de découvrir le métier et de co-investir avec des agriculteurs de la région. Ce qui nous amène aujourd'hui à gérer un parc d'une quinzaine de centrales photovoltaïques un peu partout en Lorraine et un petit peu en Champagne. Et puis là aussi, avec des rencontres, j'ai eu la chance de m'associer avec un Alsacien dont le rêve d'enfant était d'exploiter des centrales hydroélectriques. Donc on a acheté 3 centrales hydroélectriques ensemble. Et puis avec mes paysans du photovoltaïque, on a fini par faire une centrale de méthanisation qui a été une belle aventure humaine et technique. Sur le plan financier, ça attendra encore un petit peu pour être une belle histoire. Donc dans la méthanisation, on fait du gaz à partir de déchets. Donc on y est jusqu'au cou, mais voilà, du début jusqu'à la fin. Mais c'est très technique, c'est ça? Ah oui, c'est super intéressant, oui. C'est rigolo, c'est fragile, ça tombe tout le temps en panne et c'est passionnant. C'est passionnant. Alors je disais en introduction, vous étiez un patron iconoclaste, et notamment parce que vous le répétez régulièrement sur nos interviews ou en simple échange, c'est que vous nous dites que chez Pio, chez Prêt à partir, il n'y a ni réunion, ni stratégie, ni budget annuel. C'est vrai? C'est pour la provoque ou c'est vrai? Non, c'est vrai. Et pas de contrôle non plus. Il y a des dirigeants dans la salle, je pense, et qui nous regardent aussi. Je pense soit ça fait rêver, soit on n'y croit pas. Alors, comment ça se passe? Alors déjà, c'est pas du tout par philanthropie ou par humanisme. C'est juste que les réunions, les budgets, le contrôle, ça coûte. Et ça coûte plus cher d'en avoir que de ne pas en avoir chez nous. Chez nous, pas forcément transposable ailleurs, mais c'est vrai que ça fait plusieurs années que je travaille à organiser l'entreprise de façon à ce que le collaborateur se sente hyper responsabilisé. Il sait qu'il n'est pas contrôlé, ça veut dire qu'il a le droit à l'erreur. Le message qu'on lui passe, c'est de dire, écoute, tu as le droit de te tromper. En revanche, quand tu t'es trompé, tu viens le dire.
on voit comment faire que ça ne t'arrive plus et surtout que ça n'arrive pas à tes collègues. On essaye de créer cette boîte noire du savoir qui permet d'enrichir les essais-erreurs de l'entreprise, parce que de toute façon, encore une fois, il n'y a que celui qui fait rien qui se trompe pas. Hein, donc on y arrive petit à petit. Alors tous les collaborateurs sont pas, on va dire, préparés au niveau de leur ADN à rentrer dans une organisation de ce type. Il y en a qui sont un peu perdus hein, quand on leur dit il n'y a plus de contrôle. Mais ma mission, c'est quoi? Ta mission, c'est de faire que tes collaborateurs sont heureux. Oui, c'est de donner envie. Chez nous, le rôle du manager, c'est de donner envie. Mais tu peux pas être un peu plus précis? Non. Tu te démerdes. Déjà, t'es manager, donc t'as les collaborateurs que tu mérites. Puis si c'est pas ce que tu mérites, déjà, estime-toi heureux si eux, ils ont le manager qu'ils méritent. Donc ça, c'est un vaste chantier humain qui fonctionne, je pense, très très bien dans la partie agence de voyage. C'est un public plutôt féminin. Alors est-ce que c'est ce qui explique que ça prend mieux? Dans le transport, on est encore pas tout à fait là-dedans. On est encore sur une organisation relativement pyramidale, avec une relation entre le conducteur et l'entreprise, alors qui s'est beaucoup améliorée, qui est très humaine, très familiale, parce qu'on est une PME familiale chez nous. Hein, il y a quand même un management de proximité qui est pas celui qu'on retrouve chez nos concurrents qui sont des multinationales. Et ça, d'ailleurs, et c'est normal, hein, c'est pas une critique. Mais on a encore du travail à fournir, quoi. Je vais vous donner une anecdote. Pareil. Chaque année, au début, on n'avait qu'un site qui le faisait, puis ça s'est généralisé. Quand les conducteurs ramènent leur véhicule au dépôt, à la fin de la période scolaire, ils viennent rechercher leur véhicule fin août, donc c'est fin juin et fin août. Donc l'équipe du site organise un barbecue. Et ça, c'est un vrai moment de convivialité où les conducteurs sont contents qu'on fasse un peu attention à eux. En plus, le directeur est là, il dit un petit mot. Moi, bon, je peux pas être à tous les barbecues parce qu'ils ont tous lieu en général le même jour. Donc j'essaie de me partager avec mes équipes. Donc tout le monde est content de voir le patron. Voilà, c'est un moment sympa. Et il y a 2 ans, sur un fit, donc on a un conducteur qui est venu me voir en me disant, écoutez, merci d'avoir organisé le barbecue. On est très content, c'est très sympa de penser à nous. Mais vous savez. Le barbecue, vous voyez, il y a quand même des conducteurs qui manquent, parce que au barbecue, il y a que du cochon. Et nous, moi je suis musulman, je mange pas de porc. Ah, j'y dis, ouais. Donc là, en effet, on a merdé. Clairement, c'est pas bien ce qu'on a fait, on aurait dû y penser. Et je lui dis, écoutez, je suis vraiment désolé qu'on n'y ait pas pensé. Et puis il me dit, oui, mais l'an dernier, on l'a déjà dit. Et alors là, ça m'a vraiment fait mal au cœur, quoi. Parce que ça veut dire que non seulement on n'y a pas pensé l'an dernier, mais qu'en plus on a presque peut-être fait exprès de continuer à pas faire attention. Et ça m'a retourné les tripes, parce que bon, évidemment dans notre métier, on a des conducteurs de toute confession, on a beaucoup de musulmans, et il faut qu'on adapte l'entreprise. C'est pas au mode de vie de chacun, quoi. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde, quoi, tout simplement. C'était une anecdote qui prouve bien l'intérêt que l'attention que vous portez à votre équipe, et qui font, comme on l'a vu, la clé notamment de la réussite du groupe. Alors ce qui fait la clé de la réussite du groupe, est-ce que c'est le fait aussi de ne pas faire de budget? Là je reviens sur la dernière partie, je ne sais pas si les banquiers écoutent, est-ce qu'ils le savent que vous ne faites pas de prévisionnel? Alors, moi j'ai une grande chance, c'est qu'aujourd'hui l'entreprise, elle m'appartient complètement. J'ai pas d'actionnaire extérieur. En plus je suis quelqu'un qui vit simplement, avec peu de besoins. Enfin, j'adapte mes besoins, on va dire, à mes revenus, et ça, c'est un grand bonheur, c'est un luxe. Hein. Il y a des chefs d'entreprise dans la salle, quand on n'a pas d'actionnaire à qui on doit verser des dividendes, c'est quand même une liberté qu'on paye cher, mais c'est une liberté. Et pour moi, c'est un truc qui a pas de prix, quoi. Alors aujourd'hui, mon patron, j'ai qu'un patron, c'est mes banquiers, hein, c'est forcément. Mais ils sont plutôt sympas dans la moyenne. Et j'essaye c'est vrai que j'ai aussi la chance d'avoir une entreprise qui tourne bien. Aussi parce que quand j'ai commencé, ça fait 25 ans que je suis arrivé dans l'entreprise familiale, même si à l'époque, quand je suis sorti de mes études, c'était pas du tout le schéma que j'avais imaginé. Mais j'ai eu la chance, quand j'ai démarré, que l'entreprise était plutôt malade, très endettée, pas rentable. Donc j'ai commencé dans la difficulté. Donc dès le début, j'ai été élevé dans la sobriété, la frugalité. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui fait partie de mes valeurs, quoi, que j'essaye de partager avec mes collaborateurs. Chez nous, il y a 2 choses qui sont extrêmement importantes, c'est l'humilité et le travail. Ces 2 valeurs, lors de l'entretien d'embauche, c'est vraiment un sujet.
Je leur dis, si vous aimez travailler, si vous êtes humble, il y a des chances qu'on s'entende. Parce qu'on essaie d'embaucher que des coups de cœur, et je leur dis, voilà, si vous n'êtes pas humble et si vous n'aimez pas bosser, vous êtes peut-être quelqu'un de super, mais pas chez nous, quoi. Donc vous croyez évidemment à l'humain, on le voit bien, aux rencontres, vous l'avez dit, plus qu'au PowerPoint, si je comprends bien. Et c'est aussi ces rencontres qui vous ont amené, vous l'avez dit un peu, mais je voudrais qu'on s'y attarde juste rapidement pour terminer, à investir un peu dans quelques startups. Parce que je dis, voilà, vous êtes connu ces dernières années sur la place de Nancy, en Lorraine, dans le Grand Est, pour être un business angel. Voilà, c'était pour tester, c'était parce que voilà, vous avez fait des belles rencontres. Et puis finalement, quel bilan en tirez-vous aujourd'hui? Alors en effet, c'est parti d'une rencontre de jeunes qui sont venus me voir un jour en me disant bah alors, on aimerait faire du capital risque pour toi, est-ce que tu n'aurais pas 300 000 ? Bon, ils étaient sympas, ils étaient jeunes, brillants, donc j'ai dit oui, avec l'idée de non pas de faire du capital risque. Moi, je me définis pas comme un business angel. Ce qui m'intéresse, c'est de faire de la veille technologique et d'investir dans des startups en lien avec mes métiers, c'est-à-dire la mobilité, les loisirs, l'environnement, de façon à voir comment mes métiers vont évoluer. Heureusement que je l'ai pas fait pour le retour sur investissement, parce qu'aujourd'hui, il est quand même très très faible, voire négatif. On a pris un gros bouillon l'an dernier avec une start-up nancéenne qui fabriquait des scooters électriques. On avait surinvesti. Donc, et le pire de tout ça, c'est que je n'arrive toujours pas à tirer de leçons édifiantes de cette grosse erreur chez nous. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc aujourd'hui, concrètement, j'ai créé un fonds d'investissement avec 2 associés, un fonds que je finance à 100% et qui est actionnaire d'une trentaine de startups, plutôt à Paris, mais aussi en région. On a quelques belles startups lorraines. C'est une aventure où je pense que je gagnerai pas d'argent à la fin. En revanche, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup d'apprentissage. Ça, moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'adore apprendre des trucs. Je suis un peu une éponge. Voilà, je prends tout ce qui passe autour, j'absorbe. Et c'est vrai que c'est une belle aventure humaine. Voilà, on peut pas gagner à tous les coups, et comme disait Rockefeller, je crois, dans les affaires, il vaut mieux en faire plus de bonnes que de mauvaises. C'est un peu ce qu'on a fait chez nous, parce qu'on a fait quand même beaucoup d'erreurs. Bah, ça sera un peu le mot de la fin de cette partie, voilà, de cette masterclass, j'allais dire. Merci François Piot. Je me tourne vers le public qui assiste à l'émission. Est-ce qu'il y a des questions après cette brillante présentation? Et encore, on aurait pu y passer encore beaucoup plus de temps. Tant l'activité est passionnante et la manière dont vous gérez votre barque, j'allais dire, est très intéressante. Oui, monsieur. Oh, pour l'enregistrement, c'est mieux. Je voulais faire juste un petit témoignage à propos des agences de voyage. Je rentre d'un voyage en Sicile et je suis passé par une agence lambda ici, que je ne connaissais pas, qui était louée. Et ils m'ont vendu un très beau produit, pas de problème. Je demandais un départ par l'aéroport de Strasbourg. L'avion partait à 9h et ils ont exigé que les participants soient présents à 6h à l'aéroport de Strasbourg. Ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que l'aéroport de Strasbourg, il ouvre à 7h. Et donc, il y a eu des centaines de véhicules dans le noir qui se sont trouvés à tourner en rond. C'est pour abonder sur ce que dit M. Piot. Il y a la vente du produit, mais il y a surtout le conseil. Donc cette agence, je ne tournerai jamais, même si elle m'a vendu un gros produit. Je ne tournerai jamais. Le conseil et l'attention du client, quoi. Alors c'est vrai qu'en fonction de l'aéroport, c'est les 3 heures avant le départ, ça c'est valable à Paris. Après en province, en effet, il faut l'adapter, quoi. Et parfois on est aussi dépendant des consignes de la compagnie, parce que même si voilà, si l'aéroport est fermé, et on a des compagnies qui exigent que le passager soit là avant. Et souvent d'ailleurs les passagers viennent avant le terme qu'on leur dit, puisqu'ils sont toujours inquiets. Dès qu'on prend l'avion, on n'est jamais maître du temps qu'on va passer dans les formalités, quoi. Ça peut prendre 20 minutes comme 2 heures. Autre question, témoignage? Oui, monsieur. Premier rang. Bonjour. J'ai bien aimé, moi, la partie sur l'envie de travailler de vos collaborateurs. Vous parliez à un moment donné de l'expérience des télévendeurs et le travail, mais il faut le préciser, on n'ubérise pas parce que c'est des salariés de l'entreprise. Mais savoir quelle était votre vision de l'entreprise, la façon dont elle va travailler dans les années à venir.
Alors, le premier sujet qui me vient à l'esprit par rapport à votre question, c'est que moi, je souhaite associer de plus en plus mes collaborateurs à la création de richesse dans l'entreprise. Non pas au travers de l'actionnariat salarié, mais au travers d'un plan d'intéressement qui cette année, va être relativement généreux en particulier en agence de voyage, puisqu'on fait de très bons résultats. Et ça, je pense que c'est vraiment un outil de management avant tout, et puis un outil de partage des richesses qui est tout à fait légitime. Donc ça, je pense que c'est important. On a chez nous, on n'a pas de budget. En revanche, on fait un peu de compta quand même, et on a des comptes d'exploitation qui sont très précis. C'est-à-dire que quand on a une agence Rurographe, par exemple ici, chaque mois, elle reçoit son compte d'exploitation, qui est extrêmement détaillé, avec le chiffre d'affaires, la marge dégagée, les charges de l'agence, y compris les salaires. Et moi, je souhaite que l'ensemble de l'équipe qui travaille dans l'agence puisse avoir accès à cette donnée. Ce qui est au moins dans mon métier, assez rare. Ça n'existe pas chez mes concurrents. Ils sont très, très prudes sur le côté résultat est toujours tabou. Alors que moi, je souhaite que l'équipe qui travaille dans une agence sache exactement, déjà s'ils gagnent de l'argent ou pas, et où ils peuvent s'améliorer. Donc forcément, avec cette transparence, petit à petit, on amène le collaborateur salarié à avoir une vision de chef d'entreprise, même d'une micro-entreprise. Et je pense, moi, ce que je constate, c'est que dans tous mes métiers, que ce soit dans le transport ou l'agence de voyage, on est intermédiaire entre, on va dire, la micro-entreprise et la multinationale. C'est-à-dire qu'on est trop gros pour être l'agence de quartier et trop petit pour être la multinationale. Mais on essaie de prendre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'avoir cette structure, cette taille, cette surface financière qui permet d'avoir la possibilité de lancer des projets sur plusieurs années, etc. Et en même temps de garder ce côté indépendant du commerce de proximité avec l'équipe de l'agence qui va se sentir vraiment commerçant de la ville, ancré dans sa proximité. Quitte à ce que demain, ce sera peut-être d'ailleurs le modèle et j'ai déjà proposé ça à des agences chez nous qui sont pas dans la région mais plutôt dans le sud-ouest, de racheter leurs points de vente avec notre aide. Parce que c'est là que les gens sont les meilleurs, quoi. C'est quand ils travaillent pour eux. Moi, aujourd'hui, je suis patron, je pourrais pas être salarié. Hein. Je supporterais pas d'avoir un patron. À part un banquier, évidemment, mais... non, parce que même sans contrôle. C'est parce que le contrôle, à partir du moment où le collaborateur n'a plus de contrôle, il se met la pression lui-même. Il s'auto-contrôle. Et il est beaucoup plus exigeant avec lui que ne le serait son patron. Pour certains, encore une fois, pour certains collaborateurs. Et chez nous, on a choisi des gens qui sont dans ce mode-là. Une question encore? Oui. Vous parliez tout à l'heure du rêve de l'autocariste. Quel était votre rêve à vous, l'enfant, et quels sont vos rêves aujourd'hui? Alors, mon premier rêve, c'était de faire de l'éthologie. L'éthologie, c'est la science qui étudie le comportement des animaux. Et mon rêve, c'était d'étudier les orques. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai ressorti, il y a 3 jours, un bouquin que j'ai acheté en 92, que j'ai toujours pas lu, sur la vie des orques. Ça s'appelle A Whale Named Killer, puisque l'orque, c'est ce qu'on appelle la baleine tueuse aussi. Donc ça, c'était mon premier rêve, et puis c'était un rêve un peu entre guillemets, peut-être un peu irréaliste, qui de toute façon ne sera jamais réalisé. Et mon deuxième rêve, c'était d'être chercheur en biologie. Et ce qui fait que dans mes études, je me suis orienté, j'ai fait une école d'ingénieur, et j'ai essayé, tant bien que mal, de trouver des passerelles vers la biologie, et j'ai même commencé une thèse que j'ai jamais terminée à l'Institut Curie en microbiologie, où je travaillais sur les mécanismes de réparation de l'ADN d'une bactérie radiorésistante. Voilà. Donc, je suis assez loin de mes rêves. Alors, par accident, parce qu'à l'époque, mes patrons de thèse ne m'ont pas reconnu justement ce droit à l'erreur et n'ont pas eu confiance en moi, j'ai claqué la porte du labo. En même temps, mon père était en train de vendre l'entreprise, donc j'ai appelé mon père en lui disant « Écoute, j'arrive ». Donc j'ai fait ce choix un peu fou de me dire « je me lance dans des métiers que je ne connais pas ». Et je l'ai jamais regretté. Et encore moins quand j'ai appris quelques mois plus tard que finalement, ce que j'avais trouvé dans le labo était peut-être vrai parce que ce qui avait déjà été publié était faux. Donc finalement, tout est hasard, et même si le hasard n'existe pas, hasard est nécessité. Et quels sont vos rêves aujourd'hui? C'est la deuxième partie de la question.
Alors, mes rêves aujourd'hui, j'en ai pas en fait. D'ailleurs, c'est la citation que j'ai utilisée dans mon texte sur LinkedIn. Aujourd'hui, moi, j'ai arrêté de chercher à être heureux et je suis heureux. C'est ce que vous dites sur LinkedIn. En fait, moi, je pense que le vrai luxe, c'est d'avoir sur son compte en banque suffisamment pour s'acheter ce dont on a envie. Donc, il y a deux moyens. Soit d'aller faire un casse à la banque, soit de ne pas avoir d'envie. Et donc moi je suis plutôt dans la deuxième catégorie. Comme j'ai pas d'envie, j'ai pas de besoin et je n'ai pas de jalousie, quoi. La jalousie c'est quelque chose que je ne connais pas. Même si j'aime bien m'inspirer de ce que font les autres. Il y a dans les idées, il y a ceux qui les ont puis ceux qui les mettent en pratique. Moi je suis plutôt dans la deuxième catégorie. Mais voilà, moi je suis quelqu'un, je suis père de famille comblé, donc j'ai 6 femmes à la maison. Quelques-unes qui ont déjà commencé à quitter le nid. Aujourd'hui, voilà, mon rêve c'est qu'elles soient heureuses, tout simplement. Mais il faut aussi qu'en tant que père de famille, je me dis que leur bonheur ne dépend pas de moi. Et je ne veux pas calquer de modèle, parce que tu ne vas pas poser la question, Stéphane, mais aujourd'hui, sur les 5, j'en ai aucune qui manifeste un quelconque intérêt pour ce que je fais au quotidien. Oui, puis je voulais pas parler c'est pas une question de la succession, c'est un peu tôt pour parler de ta succession. Ouais. Mais voilà, pour moi, c'est pas, par exemple, c'est pas du tout une attente de père de famille de me dire que voilà, je suis la 3e génération et qu'il y aura peut-être une 4e génération demain. Non, ce qui m'intéresse, c'est que quand j'arrêterai de travailler, l'entreprise, elle soit suffisamment structurée et dirigée par quelqu'un qui protégera à la fois l'entreprise et les emplois qui y sont liés. De toute façon, à ce qu'il y ait une continuité. Mais après, que ce soit pas quelqu'un de ma famille ou pas, ça m'importe peu, quoi. Ce sera vraiment le mot de la fin. Merci François Piot. Merci d'avoir été l'invité de Business Class avec IDMC, l'Ordre régional des experts comptables, la Caisse d'épargne Grand Est Europe et la CCI de Meurthe-et-Moselle. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau Business Class dans un mois. À bientôt.